C'est vrai qu'on a été surpris ce matin d'écouter Anne-Laure Bonnel, qui est actuellement dans le Donbass. Elle raconte l'horreur que vivent les populations ukrainiennes du Donbass, bombardées depuis 2014 par leur propre gouvernement, qui est le gouvernement ukrainien. Donc en 2015, cette reporter de guerre avait réalisé le documentaire Donbass. On en serait à 14 000 morts, nous disait-elle. Je vous propose de la réécouter et après, vous allez me dire, parce que les gens découvrent évidemment l'Ukraine, découvrent le Donbass, ne comprennent pas évidemment toujours pourquoi Zelensky, qui apparaît aujourd'hui comme une icône, bombarderait sur dans son propre territoire. Et depuis longtemps. Et depuis 2014. Donc vous allez essayer de nous décrypter ça, mais écoutons d'abord Madame Bonnel. Il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, ça est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés. Ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Pourquoi Zelensky bombarde-t-il le Donbass avec des Ukrainiens qui sont sur le sol ? On a forcé les Ukrainiens à choisir entre leur père et leur mère, entre leur père russe et leur mère européenne, ou l'inverse si vous préférez. C'était en 2013, lorsque notamment l'Union européenne a demandé à Kiev de s'associer dans un accord de partenariat avec lui, la Russie, avec laquelle Kiev avait énormément de relations économiques, a dit bien sûr, mais nous voulons être associés à cet accord pour essayer de régler les problématiques qui vont avoir lieu en matière de tarifaires, etc. C'était en octobre-novembre 2013. François Hollande et Angela Merkel ont été à Vilnius lors d'un grand conseil pour essayer de convaincre le président Yanukovych à l'époque de signer cet accord. Il a refusé, il n'a pas voulu signer, il n'a pas voulu choisir entre son père et sa mère. Dans la foulée, décembre, on a eu la fameuse révolution de Maïdan, qui est aujourd'hui documentée. Victoria Nolan, qui est un haut diplomate américain des administrations démocrates de l'époque et actuelle, a dit dans une conférence publique que l'on peut retrouver sur les réseaux que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars pour aider à la transformation de ce pays. Nous avons eu dans la foulée un soulèvement de la population pro-russe du Donbass. Et à ce moment-là, vous avez l'armée ukrainienne qui s'est portée sur cette ligne de front pour essayer d'écraser la rébellion. Elle a été soutenue en particulier discrètement par les Russes. Elle a résisté et elle a contenu. Et à ce moment-là, depuis il y a un jeu plus ou moins qui est comme une cocotte minute sur laquelle on éteint ou on allume plus ou moins le feu. 14 000 morts, voilà. Mais le feu aurait pu s'éteindre sur les accords de Minsk II, qu'on dit ça aussi, il faut le rappeler, où le gouvernement ukrainien s'était engagé à rendre et à donner un statut particulier au Donbass, ce qui n'a pas été fait. Oui. Et donc ça, faut le rappeler, qu'il y a une part de responsabilité, et c'est difficile de le dire aujourd'hui, parce que les Ukrainiens sont évidemment meurtris. Les régions du Donbass devaient avoir un statut d'autonomie. Et avec des politiques d'humiliation qui ont consisté également, si j'ai bien compris, à ce que le président Zelensky interdise le russe, l'apprentissage du russe. Il a voulu prendre une loi, effectivement, pour interdire l'usage de la langue russe, et c'est en particulier ça qui a mis le feu, puisque aujourd'hui, si les gens ne le savent pas, en fait, une partie de l'Ukraine est pro-russe, c'est-à-dire que ce sont des Russes ethniques, en quelque sorte. Il y a même beaucoup d'Ukrainiens qui ont un passeport russe, et une autre partie est beaucoup plus liée à des populations hongroises ou d'Europe de l'Est centrale.